On est ravis. Enfin, j'ai fait connaissance à distance par téléphone avec Kim pour ce sujet, la réirradiation mammaire, et on va essayer de cerner un petit peu le problème ensemble et répondre à vos questions. Si tu veux dire un mot. Ah bah non, vas-y, enchaîne. Ok. Alors attends. Je vais prendre ça. Donc on n'a pas de conflit d'intérêt. Alors. Pour parler de la réhydratation mammaire, Stéphane m'avait déjà un petit peu soufflé d'évoquer une problématique assez fréquente qui était le cancer du sein après antécédent de maladie d'Hodgkin et d'irradiation sus-diaphragmatique. Et dans une deuxième partie, avec Kim, on va parler également de la rechute locale du cancer du sein, de sa prise en charge. Alors, on commence par Alors, j'ai commencé d'emblée par le cas clinique. Alors, ce sujet, je me permets, j'ai cité le nom du docteur Guillaume parce que finalement, j'étais à la Société française de la cénopathe qui était à Montpellier. C'est un sujet qui a été évoqué. Et elle avait fait donc une présentation en reprenant ce cas clinique qui était parfaite, donc je l'ai repris. Il n'est pas de moi. Mais bon, c'est une situation qu'on rencontre assez souvent. Donc, une jeune patiente qui a été prise en charge en 98 pour un lymphome d'Hodgkin, qui a reçu de la chimiothérapie, une radiothérapie à 30 grès sur le plan médiastinal, cervical, axillaire, un boost de 6 grès sur le ganglion à droite. Elle se présente à l'âge de 41 ans avec une lésion du cadran supéro-externe correspondant à un CITNS grade 2, 18 mm, H+, HER2-, sans envahissement ganglionnaire. Le chirurgien propose de réaliser un traitement conservateur et vous de l'adresser pour une radiothérapie complémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on a comme données? Alors, déjà, évoquer, c'est là, le risque de cancer du sein après maladie d'Hodgkin. Donc, on a quand même pas mal de données sur sa fréquence. Donc, comme cette étude du New England qui montre sur un profil de patient traité, qu'on a un deuxième cancer souvent, ce qui est le cas de la patiente, qui survient vers l'âge de 40 ans, une incidence cumulée d'un second cancer qui est élevé, de 48%, un risque indépendant de la période du traitement, et le risque de cancer du sein est l'un des. Et le cancer le plus fréquent, un radio-induit chez la femme traitée, avec donc une persistance de ce risque à très long terme. Alors, qui m'avait trouvé également cette publication? Si tu veux dire un mot, c'est toi qui l'as trouvée. Oui, bonjour. En fait, c'est une étude qui s'intéresse, en fait, c'est un peu la même série néerlandaise, en fait, qu'ils ont un peu actualisée, et chez les patients traités avec un minimum de donc survivants à 5 ans du Hodgkin irradié. Donc, on retrouve les chiffres habituels. Le cancer du sein se développe très tardivement, ça c'est vraiment important à retenir. Et ils ont fait une corrélation de la dose moyenne au sein de l'irradiation prédictive du risque de cancer du sein. Je vous invite à lire ce papier en détail, il est vraiment très très bien, du VNCI il y a 2 ans maintenant. Mais c'est pour vous montrer qu'en gros, c'est assez logique, plus la dose au sein, la dose moyenne en tout cas augmente, plus ce risque est important. Voilà, donc c'était vraiment juste à visée illustrative, mais ils ont fait une corrélation avec des contraintes, enfin, des données dosimétriques vraiment très intéressantes. Ça reste du rétrospectif, hein, mais c'est le premier papier qui va aussi loin dans l'analyse, on va dire, tenant compte de la dosimétrie antérieure. Donc voilà, c'est un papier intéressant. Après, c'est vrai que maintenant, on n'a pas relaté la prise en charge de la maladie d'Hodgkin change un petit peu sur les doses, contrairement au cas clinique, on a des doses peut-être et des volumes qui sont plus les mêmes. Alors ça, il faudra encore attendre des données comme celle-ci pour pouvoir vraiment analyser ce que le risque est le même. Pour l'instant, on n'a pas de données, mais c'est vrai que aujourd'hui, on est plutôt sur les dossiers, comme on a vu, sur des mantelets, mais peut-être que les choses changeront dans les années à venir, puisque la stratégie et la radiothérapie est moins systématique. Donc, je n'ai pas fait le détail sur la prise en charge. Alors, pour la prise en charge aujourd'hui, on a des données rétrospectives. Le risque, c'est toujours un petit peu la tox, l'antécédent d'irradiation, les séries que l'on a, et les recommandations montrent que on a peu de données, il y a un risque de nécrose tissulaire. On l'évoquait tout à l'heure ce matin sur le risque aussi de toxicité cutanée à long terme et surtout sous-cutanée.
En tout cas, aujourd'hui, les recommandations, c'est pas de place au traitement conservateur comme prise en charge de ces patientes. Alors, on a quand même quelques données, mais elles sont pauvres. C'est le mot clé puisqu'on l'a évoqué sur les autres topos. Ce n'est que du rétrospectif. Il y a plusieurs études là il n'y a pas pléthore d'études avec différentes techniques d'irradiation complémentaire après chirurgie conservatrice, des réirradiations l'ensemble du sein, 3D, des radiations par curithérapie partielle ou par de la péropératoire. Voilà, avec des données, vous voyez, de rechute locale sur la première publi à 9%, 13% sur la grosse série de Bruno Cutuli. C'est une grosse série qui a repris plus de 214 patients traités pour une maladie d'Hodgkin. Donc là, c'est le taux de rechute pour les patients qui avaient un traitement conservateur et une radiothérapie. Bien, dans cette série, les patients qui avaient eu juste un traitement conservateur avaient un taux à 20% de rechute. Donc aujourd'hui, la reprise chirurgicale après maladie d'Hodgkin seule, sans radiothérapie complémentaire, n'est pas à recommander. Il y a un taux de rechute trop élevé. Et dans l'étude de Bruno, il y avait également un taux qui était autour de 9% pour le bras mastectomie. Voilà. Autrement, dans les autres études, vous voyez 8 patients, bon, voilà, c'est difficile d'avoir des conclusions satisfaisantes sur la prise en charge. Un petit point aussi sur les techniques, tu peux peut-être en parler, sur la technique qui peut être appréciable sur la réirradiation, éventuellement qui est propre à Curie sur le décubitus latéral, qui permet de mieux protéger les organes risques. Alors, en conclusion, pour cette partie sur les antécédents de maladie d'Hodgkin, la mastectomie reste le traitement standard. Il n'y a pas de comparaison, on a peu de données, des données rétrospectives. Ça reste pour moi le traitement de référence. Il n'y a pas de place à une chirurgie conservatrice seule, sans traitement de réirradiation par les techniques pour l'instant, Curie ou nouvelle radiothérapie. Peut-être que les techniques d'IPAS ou des radiothérapies en inspiration bloquée permettrait de mieux protéger et éviter les toxicités, notamment cardiaques. Bon, il faut rester prudent. Et bon, effectivement, c'est pas le sujet, mais ce sont des patients qu'il faut vraiment suivre de manière prolongée, dans des suivis de dépistage particuliers. Et il faut évoquer qu'il y a un taux de risque d'un cancer contralatéral qui est élevé. Et donc, peut-être aussi que ces patientes, il ne faut pas omettre, parce que là, on passe de radiothérapie, mais peut-être proposer des mastectomies prophylactiques avec des reconstructions mammaires qui peuvent, je pense, être une bonne prise en charge pour ces patients. Donc, il y a vraiment ça, c'est un message à apporter pour ces patients qui ont un risque très élevé d'un cancer contralatéral. Je vais passer le micro à Kim pour la suite. Alors, c'est la deuxième partie un peu plus challenge, on va dire, du topo, la rechute locale, enfin sur un cancer du sein. Donc, c'est là où on a essayé de respecter un petit peu plus le plan de présentation des précédentes interventions. Il n'y aura pas vraiment de qu'est-ce qu'on fait lundi, je vous le dis d'emblée, mais on va essayer de cibler les indications déjà, c'est déjà pas consensuel, les techniques qui sont en tout cas documentées dans la littérature et en pratique, en tout cas nous, ce qu'on fait à Curie, parce que c'est vraiment une problématique vraiment d'actualité pour nous, voire quotidienne. Voilà. Alors déjà, pour poser le contexte, avant d'arriver à la rechute locale, il faut déjà évoquer la rechute tout court d'un cancer du sein. Donc vous savez qu'on différencie local et régional, ce qui n'est pas toujours très clair dans la littérature. Donc déjà ça c'est un point. L'intervalle libre, il y a les rechutes précoces, mais aussi les rechutes tardives qui pose le problème d'un second cancer, est-ce que c'est une rechute ou pas, et du coup en découle des questions sur la prise en charge thérapeutique. Ce risque, en tout cas de première rechute locale, il est grosso modo aux alentours de 5% à 10 ans, 15% à 20 ans. Dans cette étude, donc c'est les données des BCG là, qui retrouvaient en tout cas une incidence cumulée. Alors chez les patients qui étaient indemnes de récidive 10 ans après la prise en charge du premier cancer, il y avait une incidence cumulée de rechute tardive de 16,6%. Donc, en gros, le message, c'est que ça peut survenir très tardivement. Et évidemment, ça pose souci pour reconstituer les dosimétries antérieures, évidemment. Les facteurs de risque de rechute tardive, c'est notamment la taille, le N+, et les récepteurs hormonaux positifs.
Juste pour dire que cet auteur, on en a parlé ensemble, dans le papier aussi qui est bien fait, on l'a pas mis, mais il y a une corrélation assez nette aussi, par contre, sur le facteur plume de bon pronostic, sur le délai de la rechute, et une délai de rechute qui, c'est dans les moins de 5 ans, est facteur de mauvais pronostic sur la mortalité pour ces patientes, contrairement à une rechute très tardive. Alors, je vous ai repris ce papier-là qui est paru fin d'année dernière, assez intéressant, parce qu'il y a un mapping, en fait, des rechutes, c'est les données de l'essai WARD-CC, là, quelle patiente, où la question c'était CNI, pas CNI, je vous repas le débat. Mais en tout cas, ces patientes a été traitées en chirurgie partielle, mastectomie partielle, dans 3/4 des cas, avec dans 85% une radiothérapie simple plus boost. Et dans le suivi médian à 15 ans de l'essai, ils retrouvent en fait les rechutes locales, donc là c'est rechutes locales et non pas régionales, donc N0, se situent en 2/3 des cas en zone irradiée. Donc c'est un peu des données qu'on connaît mais qui sont confirmées de manière assez claire dans cet essai. Voilà, donc c'est intéressant de le mentionner. Et donc on peut se dire aussi que dans 1/3 des cas, ça n'arrive pas dans la zone irradiée ou en tout cas en dehors du lyté initial. Donc ça c'était intéressant à illustrer. Il y a les données aussi, il y a ce beau schéma qui est aussi fait pour les après mastectomie totale, mais c'était pas trop la question. Tu peux passer. Ouais, donc en gros, en résumé, ce que un petit peu déjà abordé avec Maud, la mastectomie totale reste le gold standard, mais historique. Ça reste le recours de l'INCa, pas les dernières, les avant-dernières, parce que cette question-là n'a pas été traitée dans les dernières de l'INCa de 2021, je crois, en discutant avec Alain Fourquet, mais peut-être que ça le sera sur la prochaine version. En tout cas, c'est marqué dans le NCCN. Bon, en tout cas, ça reste la référence, mais c'était aussi sur l'absence de possibilité de réirradiation antérieurement. Et surtout, on n'a pas d'essai comparatif prospectif, en tout cas, versus la mastectomie partielle. Ça, c'est hyper important à retenir. Néanmoins, se pose en pratique cette question du second conservateur. Est-ce que c'est dans l'air du temps, la désescalade? Est-ce que c'est possible, faisable? En tout cas, il y en a qui l'ont fait, publié. Ce sont des données uniquement rétrospectives. En tout cas, nous, en prospectif, on a des données de réirradiation mammaire, donc c'est ce qu'on va voir juste après. Et puis, ça peut être intéressant dans le cas où les patients refusent la mastectomie totale, y compris avec les possibilités de reconstruction actuelles. Donc, en tout cas, nous, c'est vraiment des discussions qu'on a avec les patientes régulièrement. Je vous ai mis la dernière méta-analyse, là, de 2022. Il y en avait une première en 2020-2021 chinoise, je crois. En tout cas, cette méta-analyse reprend 17 études comparative, bon, avec toutes les limites que ça peut avoir, aux études où on a en fait, où ils donnent les chiffres, les vrais chiffres de deuxième rechute locale. Donc il y en a plus après traitement conservateur, plus ou moins radiothérapie, c'est là où il y a la subtilité de plus ou moins, 15,7% de rechute locale versus mastectomie où il y en a moins. Mais on se rend compte, en tout cas c'est ce qui sort dans cette méta-analyse, que d'un point de vue statistique, il y a un effet protecteur de la radiothérapie associé au traitement conservateur. Et donc ce taux de rechute passe à 9%. Donc on en fait ce qu'on en veut, c'est rétrospectif, mais en tout cas, le message, c'est que si on fait un second conservateur, il faut l'associer à une réirradiation. Et c'est là où c'est un peu plus complexe. Alors, si on prend un petit peu aujourd'hui les référentiels qu'on vous a mis là, il y a alors les recommandations de Saint-Gallen de 2021 en cas de récidive locale. La seconde chirurgie conservatrice du sein est une option, mais avec une réirradiation et avec le respect, comme on l'a évoqué tout à l'heure, de cet intervalle libre de 5 ans, qui fait partie d'un élément important, parce qu'autrement, de façon inférieure, c'est un risque de mauvais pronostic. Les recos de Gros, là, vous montrent un petit peu les critères qui sont retenus pour proposer un deuxième traitement conservateur, donc une rechute isolée, une taille limitée, unifocale, un âge supérieur à 50 ans, un long intervalle entre le premier cancer et la récidive. Voilà, donc voilà un petit peu les données. Alors, en pratique, on a rajouté, Kim, cette enquête un petit peu européenne sur la prise en charge actuelle, donc c'est disparate. Et en Italie, la réirradiation est à 30% et dans les Pays-Bas à 50%. Alors, les données que l'on a, moi je vais évoquer les données un petit peu de partiel, on s'est partagé. Donc, sur la place de la curithérapie, il y a la publication de Jean-Michel Adolévi sur la place de la curithérapie, que je pratique pas.
Donc 217 patientes, on avait un suivi à 4 ans, une taille moyenne 12 mm, et on voit qu'on a des taux de rechute locale, donc après de nouveaux traitements conservateurs, à 5 ans, à 5%, à 10 ans, 7%. Par contre, un risque à 10 ans sur le plan métastatique de 19%, une survie globale à 76% à 10 ans. Donc voilà les données que l'on a aujourd'hui avec la curithérapie. Il y a cette publication qui comparait un petit peu de façon à parier le traitement conservateur avec la curithérapie versus la mastectomie. Donc, vous voyez un nombre de patients important sur un suivi long jusqu'en 2017 depuis 95. Elles étaient à parier 377 mastectomies, 377 traitements conservateurs. Il n'y a pas de différence en termes de survie globale à 5 ans et il n'y a pas de différence sur la survenue d'un troisième événement mammaire avec dans cette étude qui peut un petit peu nous aider pour prendre les décisions en cas de deuxième traitement conservateur. Je pense que là, c'est la publication qui a le plus de solidité sur le plan scientifique, celle donc actualisée de Jean-Michel Lévy de 2023 du GEC-ESTRO, qui a repris donc sur tous les patients qui ont été traités par traitement conservateur et curithérapie. Le délai de rechute devait, pour l'inclusion dans l'étude, être supérieur à 1 an par rapport au premier traitement. Le délai moyen de la deuxième rechute était 151 mois, je vais faire le calcul. Traitement, donc curithérapie, en low dose, c'était en curithérapie bas débit 46 gray, 32 à 34 gray en haut débit, 8 à 10 fractions, une marge de 2 cm autour du lit opératoire. Et l'âge médian était de 64 ans à un moment de la deuxième rechute. Alors, le profil type des patientes que j'ai résumé, c'était des CITNS, peu de lobulaires, une taille faible, 20 mm, des faibles grades, HUR de moins, RH+, peu de composantes in situ. Enfin, il y en avait un petit peu, mais la majorité était dans ces profils. Alors, il reprenait pour l'éligibilité, il reprenait les critères de la radiation partielle en première intention, avec, je vous l'ai mis en haut, qui est les critères du GEC-ESTRO, low risque, intermédiaire risque et haut risque. Donc, les patientes étaient définies selon ces critères et majoritairement étaient dans les critères faibles. Elles avaient majoritairement de l'hormonothérapie, pas de chimio. Et le TAM n'est pas le tamoxifène, mais était un score qui a été calculé et qui a été évalué en multivarié, qui prenait en compte la classification moléculaire du sein, dont l'HER, les RH, le caractère triple négatif. On y accordait un score, vous voyez, +1, +2, +3. Il y avait un score également pour le délai qu'on a évoqué. Et après, c'était le score APBI pour le risque intermédiaire risque. Voilà. Donc, les résultats montrent donc la rechute, c'est concordance qu'avait dit Kim, 67%, donc les 2/3 proches ou dans le lit opératoire antérieur. Vous voyez en dose cumulée sur la rechute 4%, la rechute locorégionale 2%, et puis sur la rechute métastatique 7%. Donc voilà un petit peu les données solides concernant la réirradiation après deuxième traitement conservateur par curithérapie. Pour faire vite, donc la rechute locale, on voyait qu'en fonction du fameux score, et c'est là que le screening est important, 3% pour les faibles risques, 12% en cas de haut risque. Bon, je passe assez vite. Un contrôle et une tolérance à 11%. On note la fibrose sous-cutanée qu'on évoquait tout à l'heure, une toxicité élevée à 44%, qui reste que tolérable mais qui était décrite. Et ce que je voulais évoquer aussi, c'est peut-être la place du traitement adjuvant, puisque aussi on a l'émergence de nouveaux traitements comme les inhibiteurs de cycline, et il y a un essai polar qui évalue sur la rechute locale l'importance peut-être pour les hauts risques et celles qui sont dans les grades 3 d'apporter en plus de l'hormono, comme les SORH+, l'association d'inhibiteurs de cycline pour voir peut-être s'il y a un impact notamment sur la rechute métastatique. Alors je passe vite puisque là, bon, la PEROP pourtant est en nantaise et on l'a développée dans les premiers, il n'y a pas beaucoup de place aujourd'hui. Il y a un essai en attend RIOP qui a été fait par Claire Lemanski pour essayer d'évaluer, j'ai pas les données, justement il y avait une inclusion simple HRC pour évaluer la rechute avec la PEROP. On a peu de données dans la littérature aujourd'hui pour la PEROP.
Alors, on va faire 6 secondes. Bon, on a commencé un peu en retard. Ouais, le niveau de preuve est faible. En résumé, on ne sait pas bien distinguer rechute locale, régionale. Il y a plein de techniques différentes. En gros, c'est la dernière série publiée, c'est celle de Curie là. C'est des réirradiations plein champ. Donc, je vais passer vite, mais on a quand même quelques longs répondeurs. Voilà. Bon. C'est surtout pour présenter, il y a quand même un essai de phase 2 en réirradiation, ce qui est pas fréquent, qui reprenait un schéma, donc rechute locale, N0 avec un intervalle libre d'1 an, un schéma de 45 à 30 fractions biquotidiennes, donc c'est d'où ça sort dans le sang, ça sort de l'ORL en fait, voilà. Alors en CTV, il prenait la cavité opératoire 15 mm, restriction, soustraction à la peau, c'est hyper important, un gros PTV, des contraintes de dose publiées. Avec un taux de rechute local avec un suivi médian de 5%, avec 5 ans de suivi, peu de grade 3, c'est bien toléré, ça reste une phase 2, voilà, pour l'IPAS. Donc je passe ça. Donc ça, c'est un petit peu le schéma du circuit patient. En gros, on discute en fait de la réirradiation mammaire uniquement si la patiente ne souhaite pas de mastectomie totale. En fait, c'est hyper important, le choix de la patiente, j'en sais dessus. Je vais passer ça vite. En gros, voilà les critères que nous on retient, en tout cas en pratique à Curie. Donc, pour le second conservateur, intervalle libre au moins de 5 ans, luminal A, M0. Bon, après, il y a la théorie, il y a la vraie vie, qui nous challenge un peu plus. En tout cas, c'est hyper important d'évaluer, c'est le message. S'il y a des séquelles de l'irradiation antérieure, c'est hyper important. Le résultat esthétique, c'est hyper important. Le prévisible est aussi important. Donc après, il faut discuter avec la patiente, il faut bien réexposer l'alternative qui est la mastectomie totale, informer de la balance bénéfice-risque. Et après, il y a tout ce qui est faisabilité dosimétrique, alors le contourage. En Curie, il y a les recommandations du chèque Estro qui sont publiées. Alors pour avoir accompagné Bratislav Schratt dans son service en Bavière, la mise en œuvre pratique est challenge. C'est pas simple, c'est complexe. Et il y a un apprentissage. Pour la RT externe, en tout cas celles qui sont publiées sont celles du RTOG 10-14. Le fractionnement, alors est-ce que le bifractionné, c'est ce qui est le plus optimal dans le sein? On n'en sait rien. En tout cas, pour fractionner modéré, ça semble quand même une pratique courante en première IRAD, donc pourquoi pas en réIRAD. Les contraintes aux organes à risque sont également la question posée. Donc en conclusion, la mastectomie totale reste le standard. Alors tous les mots sont importants. Pour la seconde chirurgie conservatrice, c'est une option dans une population hyper sélectionnée, N0, bon pronostic, luminal A, sans séquelles, et qui doit s'accompagner d'une réirradiation partielle, en tout cas sur les données. Voilà. Et donc, je finis juste sur cette diapo parce que c'est un projet qui nous tient à cœur à Curie et en tout cas piloté par Jean-Michel Anon-Lévy et Yoya Kuroba. C'est un projet qui a été déposé, enfin PHRC déposé. C'est un essai de phase 3 randomisé. C'est un projet qui est nécessairement ambitieux pour pouvoir répondre à ce type de questions-là. Alors, les critères d'inclusion, c'est moins de 3 cm N0 avec un intervalle d'au moins 1 an avec le premier traitement. La réirradiation mammaire sera par radiothérapie externe ou curithérapie interstitielle en cas de randomisation de la patiente dans le bras second conservateur versus mastectomie totale. Je pense qu'ils sont en train d'en discuter en ce moment même à Saint-Paul-de-Vence. Voilà. Merci beaucoup.